Ma belle-mère m'a demandé de ne pas assister à son anniversaire, puis elle m'a accusé de lui manquer de respect devant toute la famille. J'ai toujours su que les relations avec les belles-mères exigeaient une certaine finesse. Après 4 ans de mariage avec Michael, je n'ai toujours pas maîtrisé cet art particulier. Ce n'est pas que Margaret et moi soyons ouvertement hostiles ou que nous nous disputions constamment. C'est plutôt une guerre froide, politesse de façade et sourire lors des réunions de famille, mais une tension sous-jacente que l'on pourrait presque toucher. Margaret aura 60 ans la semaine prochaine, un anniversaire marquant, une date importante. Depuis 2 semaines, je ressens une anxiété croissante. Les grandes réunions de famille n'ont jamais été une source de joie pour moi, surtout dans la famille de mon mari, où je me sens toujours étrangère malgré l'alliance et près de 5 ans de vie commune avec Michael. Notre histoire a commencé comme beaucoup d'autres. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner. Michael n'était pas la personne la plus bruyante de la pièce. Il y avait quelque chose dans son assurance tranquille qui a immédiatement attiré mon attention. Nous avons parlé toute la soirée, oubliant tout le monde. Puis sont venus les rendez-vous, les fleurs, les week-ends sur la côte. Je suis tombée amoureuse rapidement et profondément. Michael était tendre, attentionné, toujours à l'écoute de mes besoins. Notre relation s'est développée rapidement et, au bout de 6 mois, nous vivions ensemble. Mais avec sa mère, le lien ne s'est jamais formé. Lors de notre première rencontre, elle m'a regardé de haut en bas, a légèrement pincé ses lèvres et a souri de manière crispée. J'ai attribué cela à la méfiance naturelle d'une mère à l'égard de la petite amie de son fils unique. Je pensais naïvement que nous trouverions un terrain d'entente avec le temps. Avec le recul, je comprends que le problème était plus profond. Margaret était l'une de ces femmes pour qui un fils n'est pas seulement un enfant, mais une extension d'elle-même. Et toute femme près de lui était perçue comme une menace. Je me souviens de l'organisation de notre mariage. Ce qui aurait dû être une période heureuse est devenu un cauchemar à cause de Margaret. Elle critiquait tout, notre choix de lieu, trop prétentieux, notre menu, où sont les plats traditionnels, ma robe. À mon époque, les mariés choisissaient des styles plus modestes, notre liste d'invités. Lorsque Michael et moi avons insisté sur nos choix, elle s'est sentie offensée et n'a plus parlé à son fils pendant 1 semaine. Finalement, Michael a cédé sur plusieurs points pour maintenir la paix. C'était la première fois que je voyais ce schéma qui allait nous suivre pendant des années. Sa mère faisait pression, manipulait, se vexait et son fils cédait pour éviter de la contrarier. Après le mariage, nous nous sommes installés dans un petit appartement au centre-ville. Margaret vivait dans un autre quartier de la ville, à environ 30 minutes en voiture. Mais ma belle-mère a rapidement trouvé le moyen de s'immiscer dans nos vies. Elle appelait Michael plusieurs fois par jour, apparaissait souvent par hasard près de son lieu de travail à la fin de la journée et l'invitait à des dîners qu'il était impossible de refuser. Elle lui rappelait aussi constamment les diverses obligations familiales, les traditions, les anniversaires de parents éloignés, tous supposés nécessiter sa présence. Si Michael refusait, elle avait une façon de soupirer lourdement dans le téléphone qui faisait trembler ses mains, et il finissait par accepter. J'ai essayé d'établir des limites. J'ai gentiment dit à Michael que nous devions passer plus de temps ensemble, que sa mère était trop impliquée dans nos vies. Il a accepté, a promis de lui parler, mais en fin de compte, tout est resté comme avant. Je voyais bien qu'il lui était difficile de tenir tête à sa mère, qu'il avait peur de la décevoir ou de la mettre en colère. Peu à peu, j'ai commencé à céder pour ne pas créer de tensions supplémentaires dans notre relation.
C'est peut-être là ma plus grande erreur. Je me souviens de la célébration de l'anniversaire de Margaret l'année dernière. J'ai préparé un gâteau. J'y ai consacré une demi-journée. J'ai trouvé une recette spéciale avec des framboises et du chocolat blanc. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai fièrement sorti le gâteau de sa boîte. Margaret a à peine jeté un coup d'œil à ma création, a dit qu'elle était au régime et qu'elle ne pouvait pas manger de sucreries. Puis elle a pris de manière démonstrative un morceau de gâteau du commerce que la tante de Michael avait apporté en se claquant les lèvres et en disant « Ça, c'est du vrai goût, ça, c'est de la vraie saveur, comme quand j'étais petite. » Je suis restée là avec un sourire figé, sentant le sang me monter au visage. Michael faisait semblant de ne pas le remarquer, et c'était peut-être la partie la plus douloureuse. Il discutait avec enthousiasme de football avec son oncle, évitant soigneusement de regarder dans ma direction, et moi, je tenais l'assiette avec le gâteau intact, me sentant si humiliée que j'avais envie que le sol m'engloutisse tout entière. Il y a eu d'autres épisodes, comme lorsque j'ai préparé une paella pour l'anniversaire de Michael et que Margaret a passé un long moment à examiner son assiette avant de faire remarquer avec désinvolture que son fils préférait le ragoût de bœuf traditionnel et non cette nourriture exotique. Pourtant, je savais pertinemment que Michael adorait la paella. Il me l'avait dit à maintes reprises. Toutes ces petites choses s'accumulaient, créant un fond constant de tension et de méfiance. Mais j'essayais de me contenir, d'éviter les scènes, en espérant que la situation évoluerait avec le temps. Je ne voulais pas mettre Michael dans une situation où il devrait choisir entre sa mère et moi. Je voyais comment il luttait, déchiré entre nous, et j'avais pitié de lui. À l'approche du 60e anniversaire de Margaret, je réfléchissais à un cadeau. Je voulais trouver quelque chose de spécial qui puisse briser la glace entre nous. J'ai finalement choisi un élégant foulard en soie et un ensemble de produits de soins luxueux que Margaret, selon Michael, aimait vraiment. Le cadeau a coûté près d'un tiers de mon salaire mensuel, mais j'ai décidé que cela en valait la peine. Peut-être que ce geste marquerait enfin le début d'une meilleure relation entre nous. Un soir, environ une semaine avant l'anniversaire, Michael et moi étions assis dans la cuisine. Je coupais des légumes pour une salade et il regardait quelque chose sur son téléphone. Je lui ai demandé ce qu'il prévoyait pour l'anniversaire de sa mère, suggérant que nous décidions à l'avance de l'heure à laquelle nous partirions et de ce que nous achèterions en plus du cadeau principal. Michael a levé les yeux de son téléphone avec une expression étrange. Il a dit que sa mère l'avait appelé cet après-midi et lui avait suggéré que je ne vienne pas à la fête. Selon elle, il y aurait beaucoup de parents que je ne connaissais pas. L'atmosphère pourrait être un peu tendue en raison des récents conflits familiaux, et je pourrais me sentir mal à l'aise. Elle était censée s'inquiéter pour moi, pour mon bien-être. Je me suis figée, le couteau à la main. Tout en moi s'est refroidi. Ne pas assister à l'anniversaire de ma belle-mère, c'était trop, même pour notre relation compliquée. J'ai demandé à Michael si sa mère ne voulait vraiment pas me voir à sa fête. Il a commencé à marmonner quelque chose d'incohérent, qu'elle ne voulait pas vraiment dire cela, qu'elle se souciait simplement de mon confort, sachant à quel point il m'est difficile de me retrouver dans de grandes réunions de personnes inconnues. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il n'était pas tout à fait honnête. Au fil des années de vie commune, j'avais appris à reconnaître quand Michael cachait quelque chose ou le minimisait pour éviter de me contrarier. Il s'agissait généralement de choses liées à sa mère. J'ai posé le couteau, je me suis essuyé les mains et j'ai dit que j'avais besoin de l'entendre directement. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de ma belle-mère.
Margaret a répondu après la 4e sonnerie. Je lui ai demandé comment elle allait et comment se passaient les préparatifs de l'anniversaire. Puis je lui ai demandé directement s'il était vrai qu'elle préférait ne pas me voir à sa fête. Il y a eu une pause, puis Margaret a commencé à parler sur ce ton si particulier qui est le sien, apparemment doux, mais avec des nuances d'acier bien marquées. Elle me dit que j'avais mal compris. La fête serait importante, épuisante, avec de nombreux parents et des conversations familiales. Compte tenu de nos petits désaccords passés, elle pensait que je pourrais être mal à l'aise. Par conséquent, si je souhaitais ne pas participer à cet événement, elle comprendrait parfaitement. Sa voix était un mélange parfaitement dosé d'inquiétude et de condescendance. Je savais parfaitement que ce n'était qu'un jeu. Elle voulait que je ne vienne pas, mais elle formulait son désir comme si elle pensait à mes intérêts. Typique de l'agressivité passive, si difficile à démasquer. Je l'ai écoutée, sentant monter en moi une vague de douleur et d'irritation. Son ton, ses mots, tout était calculé pour maintenir l'apparence de bienséance, tout en me faisant comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Je n'étais pas le bienvenu. Je n'avais même pas formulé de réponse lorsqu'elle a ajouté une phrase qui a finalement tout clarifié. « Ce serait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Ce sera plus détendu et Michael aura plus de facilité à rencontrer des parents qu'il n'a pas vus depuis longtemps. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Il ne s'agissait donc pas du tout de mon confort, mais du fait que j'étais censée empêcher Michael de s'engager pleinement dans sa famille, comme si j'étais un fardeau qui l'éloignait constamment de sa vraie famille. J'ai remercié ma belle-mère pour sa préoccupation et lui ai dit que je réfléchirais à sa suggestion. Ma voix était posée, alors qu'à l'intérieur je bouillonnais d'indignation. Après cette conversation, je suis restée longtemps assise sur le balcon, fixant l'obscurité, essayant de faire face à mes émotions. C'était la fin du mois de mai, et l'air chaud du soir était imprégné des parfums des arbres en fleurs. La musique jouait quelque part au loin, on entendait des rires. La vie normale continuait, tandis que j'étais assise, serrant mes genoux, me sentant plus seule que jamais. Michael s'est approché plusieurs fois, demandant si tout allait bien. Je lui ai raconté mot pour mot toute ma conversation avec sa mère. Il a froncé les sourcils, m'a dit que maman s'était probablement mal exprimée et qu'il valait peut-être mieux que je ne participe pas à cette fête pour éviter de créer des tensions. Il m'a promis de ne pas rester tard et a suggéré que nous pourrions peut-être regarder un film ensemble après la soirée. À ce moment-là, je me suis sentie incroyablement seule. Mon propre mari n'a pas pris mon parti. Il ne m'a pas défendue. Au contraire, il m'a suggéré de céder et de rester à la maison pendant qu'il fêtait avec sa famille. Et ce, alors que j'étais prête à dépenser une somme considérable pour offrir un cadeau à une femme qui ne voulait même pas me voir à son anniversaire. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement dit calmement que si tout le monde était plus à l'aise sans moi, alors bien sûr je n'irais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je regardais le plafond en pensant à notre mariage et à la façon dont nous en étions arrivés là. Michael et moi nous aimions. Nous avions beaucoup de choses en commun. Nous étions bien ensemble. Mais l'ombre constante de sa mère empoisonnait notre bonheur. Je me demandais si cela changerait un jour. Michael allait-il enfin grandir et se séparer de sa mère, devenir vraiment indépendant? Ou devrais-je me battre pour une place dans son cœur avec une femme qui pense avoir plus de droits sur lui que moi, pour le reste de ma vie? Le lendemain matin, j'ai annulé la commande du foulard et des produits de soins, décidant que je trouverais un meilleur usage de cet argent. L'anniversaire était prévu pour samedi,
Michael et moi n'avons pratiquement pas abordé le sujet les jours suivants. Il a juste dit qu'il irait pour un petit moment, afin de féliciter sa mère et de ne pas offenser la famille. J'ai acquiescé et j'ai dit que je comprenais. Le jour de l'anniversaire, je me suis réveillée tôt. Michael dormait encore. Je me suis levée tranquillement. J'ai préparé le petit déjeuner et le café. Lorsqu'il s'est réveillé, nous avons pris le petit déjeuner ensemble, en parlant de choses sans importance. Nous n'avons pas parlé de la fête à venir. Vers 3 heures de l'après-midi, Michael a commencé à se préparer. Je l'ai aidé à choisir une chemise. Je lui ai rappelé de ne pas oublier la carte que nous avions achetée ensemble. Alors qu'il se tenait devant la porte, prêt à partir, j'ai ressenti une soudaine pointe de regret. Après tout, un 60e anniversaire est une date importante. Peut-être aurais-je dû me forcer à y aller? Mais Michael m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'il ne serait pas en retard et est parti. Je fermai la porte derrière lui et restai seule dans l'appartement vide. Le reste de la journée s'est déroulé avec une lenteur affligeante. J'ai essayé de me distraire, de nettoyer l'appartement, de faire du shopping, de m'acheter une nouvelle robe. Mais mes pensées revenaient sans cesse à la fête d'anniversaire, à ce qui s'y passait, à ce dont il parlait, à la question de savoir s'il se souvenait de moi. J'ai passé la soirée à regarder une série que j'avais envie de voir. J'ai commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin. J'ai essayé de ne pas regarder mon téléphone et de ne pas penser à ce qui se passait à la fête d'anniversaire. Cela n'a pas marché. Mon imagination m'a dépeint une joyeuse fête de famille où tout le monde riait, s'embrassait, prenait des photos, et moi je n'étais pas là, comme si je n'existais pas dans la vie de cette famille. Michael revint vers 11 heures du soir. Il sentait l'alcool, mais il n'était pas ivre, juste un peu pompette. Je lui ai demandé comment s'était déroulée la fête. Il m'a dit que tout s'était bien passé, que sa mère était contente et que les membres de sa famille lui avaient envoyé leurs salutations. J'ai demandé si quelqu'un s'était enquis de la raison de mon absence. Michael a hésité, puis a dit que quelques personnes avaient demandé, mais il a expliqué que je ne me sentais pas bien. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont il évitait mon regard, mais je n'ai pas insisté. Quelque chose en moi me disait qu'il n'était pas tout à fait sincère, mais j'étais trop épuisée émotionnellement pour insister sur la vérité. Nous sommes allés nous coucher, et je suis restée longtemps éveillée, fixant le plafond et pensant à l'étrangeté de la vie. Je suis mariée depuis 4 ans, mais je ne fais toujours pas partie de la famille de mon mari. Mardi, alors que je rentrais du travail, j'ai reçu un appel de Jennifer, la femme du cousin de Michael. Nous n'étions pas très proches, mais nous nous entendions toujours bien lors des réunions de famille. Elle était l'une des rares personnes de la famille de mon mari à me traiter sans préjugés. Elle m'a demandé comment j'allais, puis a soudain dit quelque chose qui a tout fait basculer. « Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde discutait du fait que tu avais snobé la mère de Michael à son anniversaire. » Je me suis arrêtée au milieu du trottoir, n'en croyant pas mes oreilles. Jennifer a continué à parler, ne comprenant manifestement pas l'effet de ses paroles. D'après elle, à la fête, tout le monde se demandait pourquoi je n'étais pas venue. Il s'est avéré que Margaret avait raconté à tout le monde qu'elle avait personnellement appelé pour m'inviter, qu'elle voulait voir toute la famille réunie pour son anniversaire. Puis, lorsqu'on l'interrogeait sur mon absence, elle soupirait tristement et disait « Je suppose qu'elle avait des choses plus importantes à faire que mon anniversaire. » Jennifer a décrit l'atmosphère de la fête comme étrange. De nombreux invités chuchotaient, discutant de mon absence. Certains se sont même approchés de Michael pour lui témoigner de la sympathie,
lui disant combien cela devait être difficile pour lui, d'avoir une femme aussi irrespectueuse. Et Margaret acceptait ses condoléances avec l'air d'une martyre supportant stoïquement les coups du sort. J'ai écouté Jennifer et j'ai littéralement vu rouge d'indignation. Ma belle-mère ne m'avait pas seulement demandé de ne pas venir, elle en avait profité pour me présenter sous un mauvais jour devant toute la famille. Et Michael, avait-il lui aussi participé à ce spectacle? Ou était-il resté lâchement silencieux alors que sa mère me dénigrait? Jennifer m'a dit qu'elle m'appelait parce que toute cette situation lui semblait étrange. Elle ne me connaissait pas comme un fauteur de troubles, mais comme une personne raisonnable et polie. Et maintenant, elle voulait entendre ma version des faits. Je lui ai tout raconté honnêtement. La façon dont ma belle-mère m'avait demandé de ne pas venir, la façon dont Michael n'avait pas pris ma défense, ce que j'avais ressenti ces derniers jours. Lorsque j'ai terminé, elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant beaucoup de choses et qu'elle était vraiment désolée de ce qui s'était passé. Elle a ajouté que, malheureusement, ce n'était pas la première fois que Margaret se comportait ainsi. Sur le chemin du retour, j'ai été submergée par les émotions, la blessure, la colère, la déception. Mais le sentiment de trahison était le plus fort. Je me suis sentie trahie 2 fois, d'abord par ma belle-mère qui m'avait délibérément piégée, puis par mon mari qui avait laissé faire. Il ne m'avait pas défendue, n'avait pas dit la vérité, mais avait au contraire soutenu le mensonge de sa mère. Il est rentré du travail vers 7 heures. Je l'ai rejoint dans la cuisine, sans même essayer de cacher mon état. Michael a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et m'a demandé avec prudence ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de l'appel de Jennifer et de ce qui s'était apparemment passé à la fête d'anniversaire. À chaque mot que je prononçais, il fronçait davantage les sourcils. Lorsque j'ai eu terminé, il est resté silencieux pendant un long moment, fixant la table. Finalement, il a levé les yeux et a dit que Jennifer avait peut-être mal compris ou exagéré. Sa mère n'avait jamais rien dit de mal à mon sujet. Elle avait simplement regretté que je ne puisse pas venir. Je lui ai demandé directement s'il savait que tout le monde avait appris que j'avais ignoré l'invitation. Il a de nouveau hésité, puis a prononcé une phrase qui m'a anéanti. « Maman a probablement mal compris votre conversation. Elle était sûre de t'avoir invité. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Il était là quand je parlais à sa mère, au téléphone. Il avait entendu notre conversation. Il savait qu'elle m'avait demandé de ne pas venir. Et maintenant, il prétendait que cette conversation n'avait pas eu lieu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai dit que je voulais parler à sa mère et clarifier la situation. Michael a commencé à essayer de me dissuader, affirmant que cela ne ferait qu'exacerber le conflit. Mais je suis restée inflexible. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de ma belle-mère. Margaret a répondu presque immédiatement. Je suis allée droit au but. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dit à tout le monde que j'avais ignoré son invitation, alors qu'elle m'avait elle-même demandé de ne pas venir. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. C'est alors que ma belle-mère s'est mise à parler sur le même ton doux mais ferme. Elle m'a dit que j'avais mal compris. Elle ne m'avait jamais demandé de ne pas venir, mais m'avait simplement suggéré cette option si je me sentais mal à l'aise. Elle s'attendait à ce que je fasse preuve de respect et que je vienne quand même la féliciter pour son anniversaire ou au moins que je l'appelle ce jour-là. J'ai observé la réaction de Michael. Il était assis en face de moi et j'avais délibérément mis le téléphone sur haut-parleur pour qu'il puisse entendre chaque mot. Il regardait quelque part sur le côté, évitant mon regard. Il était évident qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il ne savait pas de quel côté se placer.
J'ai été tellement choquée par ce mensonge flagrant que je suis restée un instant sans voix. Puis, ne contrôlant plus ma voix, je lui ai rappelé ses propres paroles. « Il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Ce sera plus détendu. » Elle m'a répondu que je sortais les phrases de leur contexte et que je les interprétais mal. Puis elle a ajouté une phrase qui m'a définitivement achevée. « Vous auriez pu, au moins, téléphoner. C'est le minimum de courtoisie dont vous auriez pu faire preuve. » J'ai regardé Michael, qui était assis tout près et avait entendu toute la conversation. Il avait l'air perdu et malheureux, mais n'a pas tenté d'intervenir. Il n'a pas dit « Maman, nous nous souvenons tous les deux que tu as demandé à Emma de ne pas venir. » Il ne m'a pas défendu, il ne m'a pas soutenu. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais seule dans cette bataille, que le mari en qui j'avais eu confiance, que j'avais aimé, ne serait pas là pour moi dans un moment difficile. J'ai mis fin à l'appel par un bref « Désolée de vous avoir dérangé » et j'ai raccroché. Le silence s'installa. Michael essaya de dire quelque chose, mais je levai la main pour l'en empêcher. J'avais besoin d'être seule et de réfléchir à tout cela. J'ai quitté l'appartement et j'ai erré dans les rues du soir pendant un long moment, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Lorsque je suis rentrée chez moi, il était déjà tard, vers 11 heures. Michael m'attendait dans la cuisine, assis devant une tasse de thé intacte. Il avait l'air épuisé, ses yeux étaient tout rouges, comme s'il avait pleuré. Je me suis assise en face de lui, prête à poursuivre la conversation. C'est lui qui a pris la parole en premier. Il a dit que pendant tout ce temps, il avait essayé de se comprendre, de comprendre ses sentiments, qu'il était difficile pour lui d'être pris entre deux feux, sa mère et sa femme, qu'il nous aimait tous les deux et qu'il ne voulait perdre aucun d'entre nous. Je lui ai demandé s'il comprenait que sa mère était en train de monter délibérément toute la famille contre moi, qu'elle avait menti sur la situation de l'anniversaire pour me faire passer pour une mauvaise belle-fille. Il a acquiescé, mais a immédiatement ajouté qu'il ne pensait pas que sa mère l'avait fait intentionnellement. Peut-être avait-elle simplement mal compris la situation. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu. Je l'ai écouté et je n'en ai pas cru mes oreilles. Après tout ce qui s'était passé, il continuait à lui trouver des excuses. Il cherchait encore des justifications logiques à ses actes. Au lieu de reconnaître l'évidence, sa mère le manipulait consciemment, ainsi que moi et toute la famille. Je lui ai dit tout cela directement, sans cri ni hystérie, juste en exposant les faits. J'ai dit que j'en avais assez d'être le souffre-douleur de sa mère. J'en avais assez que mon propre mari soit incapable de me protéger contre des accusations injustes, que j'avais besoin d'un partenaire sur lequel je pouvais compter, qui serait là pour moi, pour le meilleur et pour le pire, comme nous nous l'étions promis lors de notre mariage. Au matin, j'avais pris une décision. Au petit déjeuner, j'ai dit à Michael que je voulais aller chez mes parents pendant quelques jours pour réfléchir à tout cela. Il a acquiescé, sans essayer de me dissuader. Il a peut-être aussi compris que nous avions besoin d'une pause, que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Mes parents vivaient dans une ville voisine, à environ 2 heures de route. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit que je venais, j'ai préparé mes affaires et je suis partie le jour même. La maison de mes parents m'a accueillie avec chaleur et attention. Maman a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement prise dans ses bras, m'a préparé mon thé à la menthe préférée et m'a laissé le temps de décider quand je serais prête à parler. Le soir, assise avec maman dans la cuisine autour d'un thé, j'ai finalement craqué et je lui ai raconté toute l'histoire. Elle m'a écoutée attentivement, sans m'interrompre.
Lorsque j'ai terminé, elle a soupiré et m'a dit que, malheureusement, de telles situations n'étaient pas rares. Les belles-mères gardent souvent jalousement leur fils de leur femme, surtout si le fils est fils unique, comme Michael. Elle m'a rappelé une chose importante. Le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est aussi l'entrelacement de deux familles, de deux histoires, de deux modèles de relations. Et parfois, même si les gens s'aiment beaucoup, ces différences peuvent être insurmontables. J'ai demandé à ma mère ce que je devais faire ensuite. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas décider à ma place, mais qu'elle me conseillait de réfléchir attentivement à la question de savoir si Michael était prêt à construire sa propre famille ou s'il resterait toujours un fils à maman. Et elle a ajouté une chose importante. Rester silencieux dans une telle situation, c'est être d'accord avec l'injustice. J'ai passé 3 jours chez mes parents. Michael m'appelait tous les soirs, me demandant comment j'allais, quand je reviendrais. Je donnais des réponses évasives. Je devais décider comment vivre à partir de maintenant. Et cette décision n'était pas facile à prendre. J'aimais Michael. Nous vivions ensemble depuis 5 ans. Nous avions des projets, des rêves, un avenir commun. Mais je comprenais aussi que je ne pouvais pas être heureuse dans une relation où je n'étais pas protégée, où mes sentiments et ma vérité n'étaient pas aussi importants que la tranquillité d'esprit de ma belle-mère. Le 4e jour, j'ai reçu un appel de Jennifer. Elle m'a dit qu'après notre conversation, elle avait également parlé à plusieurs membres de la famille et découvert que la situation était exactement comme je l'avais soupçonné. Margaret avait délibérément créé une impression négative à mon égard, et pas seulement lors de la fête d'anniversaire. Elle se plaignait régulièrement à ses proches de ma froideur et de mon arrogance, du fait que je ne respectais pas les traditions familiales. Pourtant, face à moi, elle se montrait toujours très polie, une agressivité passive classique. Cet appel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé de ne plus garder le silence. J'ai rassemblé mes affaires, j'ai dit au revoir à mes parents et je suis rentrée chez moi. Michael m'a accueillie avec méfiance, ne sachant manifestement pas à quoi s'attendre. Je lui ai proposé de s'asseoir et d'avoir une discussion sérieuse. Je lui ai raconté tout ce que j'avais appris de Jennifer. Je lui ai dit que je ne pouvais plus et ne voulais plus vivre dans une situation où ma belle-mère me manipulait et me dénigrait dans mon dos, et qu'il était incapable de protéger sa femme. J'ai mis les choses au clair. Soit nous réglons ce problème ensemble et il prend enfin une position claire, soit je ne vois pas l'intérêt de poursuivre notre mariage. Michael avait l'air choqué. Il a commencé à dire qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas détruire notre famille. Mais quand je lui ai demandé s'il était prêt à prendre ouvertement mon parti dans le conflit avec sa mère, il s'est remis à marmonner quelque chose, comme quoi il ne voulait pas choisir entre nous et rompre les relations avec ses parents. « Michael, lui dis-je en le regardant droit dans les yeux, personne ne te demande de rompre les relations avec ta mère. Cesse simplement de la laisser te contrôler et contrôler notre vie. Arrête de te taire quand elle ment sur moi. Sois un homme, pas un fils à maman. » Ces mots ont touché un point sensible. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de soumission, pas de peur, mais de la détermination. Il s'est levé en silence, a pris son téléphone et a composé le numéro de sa mère. Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais notre relation. Michael a simplement dit à sa mère qu'il connaissait la vérité sur la situation de l'anniversaire et sur la façon dont elle avait monté les membres de la famille contre moi pendant des années, qu'il l'aimait et l'aimerait toujours,
mais qu'il ne lui permettrait plus d'interférer dans sa vie de famille, que si elle voulait le voir heureux, elle devait accepter son choix et sa femme. Je ne sais pas ce que Margaret a répondu. Je suis sortie sur le balcon pour leur permettre de parler en toute intimité. Lorsque je suis revenue, Michael était assis sur le canapé, le visage entre les mains. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis désolée, j'aurais dû le faire il y a longtemps. » À ce moment-là, j'ai compris que tout n'était peut-être pas perdu. Notre mariage pouvait peut-être encore être sauvé. Michael avait enfin commencé à grandir, à sortir de l'influence de sa mère et à devenir une personne vraiment indépendante. 3 mois se sont écoulés depuis. Michael et moi avons beaucoup parlé. Nous sommes allés voir un thérapeute familial. Nous avons appris à rétablir des limites et à nous faire à nouveau confiance. Je ne communique toujours pas avec ses parents. Nous avons convenu que nous devions d'abord renforcer notre propre union. Michael les voit sans moi et je n'y vois pas d'inconvénient. L'essentiel est qu'il a maintenant clairement établi des limites et qu'il ne permet pas à sa mère de s'immiscer dans notre vie ou de dire du mal de moi. Je ne sais pas ce qu'il adviendra ensuite de notre mariage. Peut-être parviendrons-nous à surmonter cette crise et à en sortir plus fort. Ou peut-être qu'à un moment donné, je me rendrai compte que certaines blessures sont trop profondes pour être complètement guéries. Mais une chose est sûre, se taire, c'est être d'accord. Et parfois, cela vaut la peine de tout risquer pour défendre sa vérité et sa dignité. Même si l'on risque de perdre sa famille, se perdre soi-même coûte beaucoup plus cher.